Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Inspire. Aujourd'hui, nous sommes partis à la découverte d'un jeune au parcours bien atypique. Nous sommes partis à la découverte de M. Seydou Sow. Seydou Sow est un jeune Sénégalais qui est né et a grandi à Dakar, au Sénégal, et qui a eu un parcours des plus inspirants. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je rencontre des jeunes. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je lis des histoires passionnantes et inspirantes, mais celle-ci est hors du commun. Je vous invite à la découvrir dans un instant. Monsieur Seydou Sow, bonjour. Bonjour, M. Badji. Bienvenue et merci de nous accorder cet entretien. Merci. Je vous donne l'opportunité de vous adresser aux internautes de Influence TV et aux internautes en général. Merci beaucoup, M. Badji, pour votre invitation. Je suis ravi d'être votre invité aujourd'hui pour partager mon expérience et mon vécu avec vos internautes et vos abonnés. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, vous êtes le bienvenu. Alors aujourd'hui, la première question qui me vient à l'esprit, M. Seydou Sow, parce qu'on sait que le parcours n'a pas été facile. Donc aujourd'hui, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est d'essayer un peu de revenir dans l'histoire pour savoir à quel moment est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez justement paraplégique. Ok. Donc je pense que, parce que moi j'ai été victime de polio très tôt. Donc j'ai commencé à parler et à marcher très tôt. Donc sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais trop petit en fait. Donc j'étais avec mes amis, enfants, on jouait. Donc on ne se rendait pas compte de la différence. Mais c'est vers l'âge de 6 voire 7 ans. C'est à ce moment-là que la société nous fait comprendre qu'on est différent. Quand je parle de la société, je parle plutôt des gens. Voilà. Et quand j'étais au collège aussi, avec l'avènement du net, donc on faisait des recherches pour avoir des correspondants. Donc moi, j'essayais de correspondre avec des personnes qui étaient en situation de handicap comme moi. En fait, c'est là que j'ai découvert le mot paraplégique. Donc voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une conception de ce qui vous arrivait sans pour autant mettre un mot ou bien un nom là-dessus. Effectivement, c'est effectivement ça. Donc c'est là que j'ai regardé la définition sur le net. J'ai vu que c'était les personnes qui avaient des paralysies au niveau des membres inférieurs. Donc c'est là que j'ai compris que moi j'étais paraplégique. Alors justement, dans la réponse de votre première question, vous parlez du collège. On sait à quel point il est difficile de grandir et le cursus scolaire, je veux dire, que ce soit le cursus du lycée, que ce soit le cursus scolaire, je veux dire le cursus de l'enseignement en général est très difficile. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que je fais allusion un peu aux stigmatisations auxquelles on peut faire face. Et je pense que vous n'avez pas fait exception à la règle. Effectivement. Vous racontez dans votre histoire que vous avez été victime de stigmatisation de la part de vos camarades de classe. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent une anecdote dans ce sens ? Bon, parce qu'il m'arrivait souvent, surtout en primaire, que des camarades de classe jouent avec mes béquilles. Donc que je voulais aller aux toilettes et qu'ils prennent mes béquilles et jouent avec. Donc il m'arrivait plein d'anecdotes comme ça. Donc au collège, ce n'était pas évident parce que là, vous savez, moi au collège, au lycée, parfois les surveillants m'appelaient l'ami des jeunes filles. Donc, vous avez les femmes en général, elles sont sensibles. Donc elles viennent tout le temps vers moi. Donc parfois ça peut apporter des tensions entre mes camarades de classe parce qu'ils croient que moi je flirte avec les filles. Parfois eux, ils ont des vues sur elles. Donc ça a amené parfois des tensions, parfois il y a des bâtons sur les roues, parfois parce que je me battais tout le temps au collège. Alors ça veut dire que déjà, je veux dire, au plus jeune âge, vous faisiez face aux stigmatisations. Effectivement. Et comment est-ce que vous viviez ces moments, justement ? Quels étaient les sentiments qui vous animaient lorsque ces jeunes, bien qu'avec le jeune âge, c'était pas assez clair, c'était pas assez évident dans votre tête ce qui se passait. Mais comment aujourd'hui vous viviez ces sentiments ? Est-ce que vous étiez rentré à la maison en pleurs ? Est-ce que vous étiez frustré ? Oui, cela m'arrivait d'entrer à la maison, de rester dans ma chambre et de pleurer. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne montre pas mes émotions en public, en général. Mais quand je suis seul, là, je me lâche. Voilà. Ouais. C'est important de le souligner. Donc ça veut dire que vous aviez déjà cette force psychologique de pouvoir vous retenir devant les gens. Effectivement, parce que aussi on a grandi en banlieue.
Ça, Voilà. Et à Tcharoy, là-bas, à cette époque-là, tous les grands bandits de renom, non de Attention, Dakar, non, on ne veut pas rien vivaient- dire aux gens vivaient qui à- habitent à Mais en fait, D'accord. ils vivaient là-bas, en fait. D'accord, Donc, je ça vois. veut dire qu'on ne pouvait pas montrer qu'on a peur. D'accord. Sinon, là, les amis vont te manger. D'accord. Donc ça veut dire que déjà la société vous avez façonné à être un être humain, Voilà. à être une personne assez courageuse. On va Effectivement. le dire comme ça pour être dans la ligne assez positive. Effectivement, c'est ça. C'est bien. Et quelle a été la réaction de vos parents justement lorsque vous rentrez à la maison? Est-ce que d'ailleurs vous leur en parlez de ces situations? Bon, je n'en parlais pas. Parce que, en fait, moi, mes parents ont divorcé quand j'étais petit. Donc, vous voyez, j'ai grandi avec ma famille maternelle. Et cela m'a un peu affecté parce que je n'étais pas du genre à m'exprimer. Donc, je gardais toujours tout pour moi-même. Donc, j'ai toujours essayé comme ça. Mais malgré ça, je gardais le contact avec mon père. Il m'a toujours soutenu. Il a toujours là été là pour moi. Et juste en première année de collège, ma maman est partie en Mauritanie. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a éduqué dans la maison familiale avec mon oncle et ma tante. D'accord. Et donc là, dans la maison, vous ne sentiez pas la différence? Non, je ne C'est ressentais très pas bien. la Je différence. pense que c'est cette force psychologique qui m'amène justement à ma prochaine question. Parce qu'aujourd'hui, la vie vous a fait cadeau, en quelque sorte, parce que vous êtes responsable. Vous avez pu déjà achever vos études, Bien sûr, vous avez intégré le monde professionnel, parce que vous êtes responsable d'IPM dans une société de la place, effectivement. et par n'importe laquelle. Et vous êtes père, vous êtes marié, Ouais. vous êtes père de 2 enfants. Aujourd'hui, dans cette position, lorsque vous vous reposez un peu sur vos lauriers, lorsque vous posez la question de ce que vous êtes devenu, quel sentiment vous anime au fond? Bon, forcément, un sentiment de satisfaction. Parce que quand je me vois, je me dis qu'il y a certains de mes camarades, il y a certains de mes camarades promotionnaires qui n'ont pas ce que moi j'ai. J'ai une famille, j'ai un travail, je parviens à subvenir à mes besoins, je parviens à subvenir aux besoins de ma famille. Il y a des camarades promotionnaires qui sont toujours au chômage. Donc, quand moi, je suis une personne qui essaie toujours de positiver. Même quand ça va mal, moi, je positive. Et je me dis qu'à chaque fois, je fais ce que j'ai à faire et le reste, je laisse entre les mains du bon Dieu. Tout ce qu'il y a, moi, je prends. C'est très bien. Donc justement, donc c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de plénitude Effectivement. par rapport à cela. C'est très bien. Alors aujourd'hui, je veux dire, vous êtes une référence justement pour les personnes à mobilité réduite, parce que vous représentez en quelque sorte, je veux dire, la réussite que vous semblez embrasser avec brio, justement. Merci. Je voudrais juste vous demander, puisqu'on parle de la vie, puisqu'on parle de parcours aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous retenez finalement de la vie? Bon, moi je me dis que la vie c'est une chance. C'est une chance dans la mesure où le fait d'être né, je suis croyant aussi, je suis pratiquant, donc on parle souvent du côté de la religion, donc voilà, c'est comme ça, mais moi je me dis que j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas galéré comme certains de mes semblables. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents conscients qui m'ont mis à l'école, qui m'ont poussé vers les études, qui ne m'ont pas laissé. Donc, et moi je me dis que tant qu'on vit, il y a espoir et il ne faut jamais baisser les bras. Donc ma philosophie c'est de faire à chaque fois ce qu'on a à faire et le reste de laisser ça entre les mains du bon Dieu. Très bien, très bonne expression. Justement, vous parlez de vos parents. Est-ce que vous avez un mot pour eux aujourd'hui? Parce que dans votre histoire, vous vous rappelez que vos parents vous ont toujours soutenu. Vos parents ont toujours été là pour vous. Notamment, je veux dire, votre papa qui vous a, je veux dire, intégré dans le milieu professionnel. Et votre mère qui a joué un rôle prépondérant en vous essayant, en tout cas en vous poussant à terminer vos études. Est-ce que vous avez aujourd'hui un mot à leur donner à travers notre canal? Bah, moi, je ne cesserai jamais de les remercier en fait, parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Certes, j'étais dans un environnement où ils n'étaient pas seuls. Il y avait mon oncle, il y avait ma grand-mère, il y avait ma tante, il y avait les cousins, eux aussi tous. Ils m'ont toujours respecté et ils m'ont toujours donné de la considération. Mais vous savez qu'on n'a pas de prix par rapport aux parents. Et surtout à ma mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Je me dis qu'aujourd'hui, si elle n'a pas des immeubles, c'est à cause de moi. Parce qu'elle a beaucoup fait
Quand j'ai eu le bac, c'est elle qui s'est sacrifiée parce qu'elle a vu que les conditions au niveau de l'université publique, ce n'était pas ça. Donc il m'a dit que essaye de trouver une école où tu pourras faire une formation. Moi, je vais faire tout pour te les payer. Voilà. Donc elle a fait énormément de sacrifices. Moi aussi, c'était un peu difficile parce que, je vous le dis, parfois il m'arrivait de marcher de Petersen, mon école était Petersen jusqu'à HLM. D'accord, vous voulez dire en fauteuil roulant? Non, en béquille. En béquille? Oui. Waouh. Il m'arrivait de marcher de Petersen jusqu'à HLM 4 sur la corniche. Parce que vous vouliez? Voilà, parce qu'il est arrivé à un moment donné que je sais qu'elle faisait beaucoup de sacrifices. Parce qu'en ce moment, je suis une personne qui ne demande pas. Je n'aime pas demander en fait. Même mes parents, quand je leur demande, c'est parce que là, je suis dos au mur. D'accord. Avec le sable, avec les Avec le embouteillages? sable, avec les embouteillages, je marchais. Quand je n'avais pas de transport, je marchais. Je ne demandais pas. Parce que les études avaient beaucoup de sens pour vous. Parce que justement, vous voulez rendre la monnaie à la pièce. Effectivement. La monnaie de la pièce à votre maman, qui vous avez fait confiance. Effectivement. C'est très bien. Je pense que ça, c'est un exemple très, très important à souligner pour les jeunes qui se plaignent. Effectivement. De ne pas avoir de transport pour aller à l'école. Effectivement. Parfois, il y a un taximan qui me voit, ou bien un motard. Il me voit, il me dit, vous allez où? Je lui dis, je vais aux HLM. Il me dit, montez, je vous dépose. Cela m'arrivait souvent. La solidarité sénégalaise. Voilà.